Un adolescent de 15 ans avance dans le chaos. Autour de lui, des corps s'effondrent. Le sang coule dans la boue norvégienne. Nous sommes le 29 juillet 1030, à Stiklestad. Harald Sigurdsson vient de rassembler 600 hommes pour rejoindre son demi-frère Olaf Haraldsson, roi déchu de Norvège. Ensemble, ils affrontent l'armée de Knut le Grand, le roi danois qui a volé le trône norvégien. Le jeune Harald se bat comme un possédé. Il frappe, esquive, hurle. Mais la bataille tourne mal. Son frère Olaf tombe sous les coups ennemis. Une lame ouvre le flanc d'Harald. La douleur le terrasse. Autour de lui, l'armée d'Olaf s'effondre. C'est la défaite totale. Harald s'évanouit dans la boue sanglante. Lorsqu'il reprend connaissance, la nuit est tombée. Des mains amies le traînent loin du carnage. Rognvald Brusazon, un fidèle d'Olaf, le cache dans une ferme isolée de l'est de la Norvège. Pendant des semaines, Harald lutte contre la mort. Ses blessures s'infectent, la fièvre le consume. Mais il survit. Quand il peut enfin se lever, une certitude le brûle. La Norvège n'est plus sûre. Les hommes de Knut le traquent. Il doit fuir ou mourir. À 15 ans, Harald quitte son pays natal, blessé, vaincu, humilié. Il traverse la Suède en cachette, voyageant de nuit, évitant les routes principales. Son corps porte les cicatrices de Stiklestad. Son âme porte quelque chose de plus profond, une rage froide, méthodique, qui ne s'éteindra jamais. Harald arrive en Rus de Kiev vers 1031. Cette confédération slave est dirigée par Yaroslav le Sage, prince réputé pour sa stratégie politique et militaire. Yaroslav accueille le jeune Norvégien exilé. Il reconnaît en lui quelque chose d'utile, une détermination farouche, une haine qui peut être exploitée. Le prince russe offre à Harald un poste dans son armée. Pour un exilé sans le sou, c'est une chance inespérée. Harald devient soldat mercenaire. Il combat les Polonais, affronte les nomades des steppes, apprend l'art de la guerre byzantine. Chaque bataille le forge, le durcit, le transforme. Le garçon blessé de Stiklestad devient un guerrier redoutable. Mais Harald ne veut pas rester simple mercenaire toute sa vie. Il entend parler de Constantinople, la ville dorée, capitale de l'Empire byzantin. Là-bas, dit-on, les empereurs engagent les meilleurs guerriers nordiques dans leur garde d'élite, la garde varangienne. Ces mercenaires scandinaves gagnent des fortunes en servant l'empereur. Ils reviennent riches, respectés, puissants. Vers 1033 ou 1034, Harald quitte la Rus de Kiev. Il descend vers le sud avec une petite troupe de compagnons fidèles. Direction Constantinople, la ville que les Vikings appellent Miklagard, la grande cité. Harald a 18 ans. Il ne possède rien sauf ses armes et son ambition dévorante. La première fois qu'Harald voit Constantinople, il comprend pourquoi on l'appelle la grande cité. Les murailles de Théodose s'élèvent sur 15 mètres de hauteur. Les dômes des églises brillent sous le soleil. Le port grouille de navires venus du monde entier. Ici, l'or coule comme l'eau. Harald s'enrôle dans la garde varangienne, le corps d'élite qui protège l'empereur byzantin. Cette unité existe depuis 988, créée par l'empereur Basile II, après un accord avec Vladimir Ier de Kiev. Les Varegs sont appréciés pour leur loyauté. Étant étrangers, ils n'ont aucun intérêt dans les intrigues de la cour byzantine. Ils servent l'empereur, point final. Au début, Harald est un simple mercenaire parmi d'autres, mais sa férocité au combat attire rapidement l'attention. L'empereur Michel IV le Paphlagonien, qui règne depuis 1034, a besoin de guerriers impitoyables. L'Empire affronte des ennemis sur tous les fronts. Pirates arabes en Méditerranée, rebelles en Anatolie, Bulgares dans les Balkans. Harald participe à des dizaines de batailles. Il combat les pirates arabes le long des côtes anatoliennes. Selon le skald Thjodolfr Arnorsson, poète qui accompagne Harald, le jeune Norvégien contribue à la prise de 80 forteresses arabes. Chiffre probablement exagéré, mais qui montre la réputation qu'Harald se forge. Les sagas rapportent qu'Harald se rend à Jérusalem pendant cette période. L'historicité de ce pèlerinage reste incertaine, mais il serait cohérent avec le traité de paix conclu en 1036 entre l'empereur Michel IV et le calife fatimide Al-Mustansir Billah. À cette époque, les routes vers la Terre Sainte sont plus sûres. En 1038,
l'empereur byzantin lance une expédition pour reconquérir la Sicile, alors contrôlée par l'émirat arabe. Le général Georges Maniakès dirige l'opération. Dans son armée, plusieurs corps d'élite, la garde varangienne d'Harald, mais aussi des mercenaires normands menés par Guillaume Bras de Fer. Cette rencontre entre Norvégiens et Normands est ironique. Dans quelques décennies, Harald et Guillaume le Conquérant, lui aussi normand, se disputeront le trône d'Angleterre. Pour l'instant, ils combattent côte à côte contre les Arabes de Sicile. Snorri Sturluson affirme qu'Harald s'empare de 4 villes siciliennes. Les combats sont brutaux. Les Varegs excellent dans les assauts urbains. Ils enfoncent les portes avec leurs haches, massacrent les défenseurs, pillent les richesses. Harald accumule son premier butin important. Mais l'expédition de Sicile tourne mal. En 1041, une révolte éclate dans le sud de l'Italie. Les Varegs sont envoyés pour la Mater. Ils affrontent des Lombards et des Normands rebelles, menés par le même Guillaume Bras de Fer qu'ils côtoyaient l'année précédente. Les anciens alliés deviennent ennemis. Les Byzantins subissent 2 défaites sévères, à Olivento en mars 1041, puis à Montemaggiore en mai. La garde varangienne est rappelée à Constantinople. Pour Harald, cette campagne italienne est un échec militaire, mais un succès financier. Il a amassé assez d'or pour commencer à bâtir sa fortune. Fin 1041, l'Empire byzantin fait face à une nouvelle crise. Pierre d'Eljan, qui se prétend descendant du dernier empereur bulgare, soulève la Bulgarie contre Constantinople. L'insurrection menace de détacher tout le territoire bulgare de l'Empire. Michel le IV envoie la garde varangienne écraser la révolte. Harald mène ses hommes à travers les Balkans. Les combats sont sauvages. Les Varegs incendient les villages rebelles, massacrent les insurgés, brûlent les récoltes. Harald gagne un surnom qui le suivra toute sa vie. Bolgara Brenir, le brûleur de Bulgares. Cette brutalité méthodique terrorise les rebelles. En quelques mois, l'insurrection est écrasée. L'empereur Michel IV est satisfait. Harald grimpe dans la hiérarchie de la garde varangienne. Certaines sources suggèrent qu'il en devient le commandant, bien que cette affirmation soit débattue par les historiens. Durant toute cette période byzantine, Harald envoie régulièrement son butin à Yaroslav le Sage, à Kiev. Le prince russe garde cette fortune en sécurité. Harald pense déjà à l'avenir. Un jour, il retournera en Norvège. Et pour conquérir un trône, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Les sagas mentionnent 3 pillages de palais auxquels Harald aurait participé. Le terme Polutasvarf désigne soit une tradition byzantine où les Varegs recevaient de l'or d'un nouvel empereur pour s'assurer de leur loyauté, soit un véritable pillage de la chambre du trésor impérial lors d'un changement de régime. Ces 3 occasions correspondraient aux morts de Romain III en 1034, Michel IV en 1041 et Michel V en 1042. En 1041, l'empereur Michel IV meurt. Son neveu Michel V Calafates lui succède. Le nouveau Basilus se méfie de la garde varangienne, trop loyale envers l'ancien empereur. Il cherche à neutraliser Harald, devenu trop puissant, trop riche, trop populaire parmi les Varegs. En 1042, Harald est arrêté. Les raisons exactes restent floues. Selon les sagas islandaises, il aurait puisé dans le trésor impérial sans permission et exigé d'épouser une parente de l'impératrice Zoé. Guillaume de Malmesbury raconte qu'il aurait entretenu une liaison avec une noble byzantine. Saxo Grammaticus parle de meurtre. La vérité se perd dans ces versions contradictoires. Harald se retrouve emprisonné dans les geôles du palais impérial. Mais Constantinople bout. Michel V est impopulaire. En avril 1042, une révolte éclate. Le peuple veut restaurer Zoé et Théodora, les filles de Constantin VIII. La garde varangienne se divise. Certains Varegs protègent au Michel V, d'autres soutiennent les rebelles. Harald choisit son camp. Selon les sagas, il s'évade de prison avec l'aide d'une complice externe, peut-être une amante. Il rejoint les Varegs loyaux à Zoé et Théodora. Quand la révolte triomphe, Michel V est déposé et aveuglé. Les nouvelles impératrices règnent. Harald a soutenu les gagnants. Mais il comprend que son temps à Constantinople est terminé. Il a amassé une fortune considérable, combattu dans 18 grandes batailles, selon le skald Thiodolf Arnorsson, gagné une réputation de guerrier exceptionnel. Il a 30 ans.
Le moment était venu de rentrer. En 1042, Harald quitte Constantinople. Il remonte vers le nord, traverse la mer Noire, retourne en Russe de Kiev. Yaroslav le Sage l'accueille en héros. Le prince russe lui remet la fortune qu'Harald a envoyée pendant toutes ces années. Des coffres remplis d'or, d'argent, de pierres précieuses. Harald épouse Elisaveta Yaroslavna, fille d'Yaroslav. Ce mariage scelle l'alliance entre le Norvégien exilé et le prince de Kiev. Ils auront 2 filles, Ingegerd et Maria. Harald a maintenant tout ce qu'il lui faut, de l'argent, une armée de vétérans varegs qui acceptent de le suivre, et une légitimité renforcée par son mariage princier. En 1045, Harald débarque en Norvège. Le pays est gouverné par Magnus Ier, surnommé le Bon, fils d'Olaf Haraldsson, le demi-frère d'Harald mort à Stiklestad. Magnus règne également sur le Danemark depuis 1042. C'est un roi puissant, populaire, respecté. Harald ne vient pas en suppliant, il arrive en conquérant. Il propose à Magnus un marché. Partageons le royaume de Norvège. En échange, j'abandonne mes prétentions sur le Danemark et je romps mon alliance avec Sven Estridsen, ton rival danois. Magnus hésite. Harald n'a aucun droit légitime au trône, mais le roi comprend la menace implicite. Harald possède assez d'or pour lever une armée, assez de vétérans pour déclencher une guerre civile. Mieux vaut partager le pouvoir que risquer un conflit sanglant. En 1046, Magnus accepte. La Norvège a désormais 2 rois. Arrangement inhabituel, mais pragmatique. Harald et Magnus co-gouvernent pendant 1 an. Puis, en 1047, Magnus meurt subitement d'une maladie lors d'une expédition contre le Danemark. Harald se retrouve seul roi de Norvège. Il a 32 ans. Harald règne sur la Norvège de 1047 à 1066, 19 ans d'un pouvoir brutal et efficace. Son surnom raconte tout, Hardrode, qui signifie « au commandement dur », traduit souvent par « l'impitoyable » ou « le sévère ». D'autres surnoms poétiques lui seront donnés plus tard, « l'éclair du Nord », le dernier des Vikings. Mais ses contemporains utilisent surtout « l'impitoyable ». La consolidation de son pouvoir passe par la terreur méthodique. Harald n'a pas que des amis en Norvège. La manière dont il a obtenu le trône, par la force et l'intimidation plutôt que par droit héréditaire clair, lui attire des ennemis parmi les nobles locaux. Sa réponse est simple et directe. Éliminer toute opposition. Vers 1050, il fait assassiner Einar Tambarskjellve, l'un des plus puissants chefs norvégiens. Einar était un héros national, vétéran de nombreuses batailles, respecté dans tout le pays. Son meurtre envoie un message clair. Personne n'est intouchable. Les nobles norvégiens comprennent qu'ils ont 2 choix, se soumettre ou mourir. Harald mate les révoltes avec une cruauté calculée. Dans les années 1050, les fermiers de l'Oppland se rebellent contre sa politique fiscale. Harald écrase la rébellion sans pitié. Villages incendiés, récoltes brûlées, meneurs exécutés. Il confisque les terres des rebelles, les redistribue à ses partisans fidèles. Cette brutalité n'est pas gratuite. Harald construit un État centralisé moderne. Il renforce le pouvoir royal, affaiblit les seigneurs locaux, instaure un système fiscal efficace. La Norvège devient plus unie, plus riche, plus puissante. Mais le prix est élevé. Des milliers de Norvégiens fuient le pays, s'exilent en Islande ou dans les îles écossaises. Adam de Brême, chroniqueur allemand contemporain, décrit Harald comme un roi cruel, assoiffé de sang, sans compassion envers ses ennemis. Même si ce portrait doit être nuancé, il reflète la réputation d'Harald dans l'Europe du XIe siècle. Magnus le Bon avait conquis le Danemark en 1042. Mais après sa mort, les Danois se rebellent et placent Sven Estridsen sur leur trône. Harald ne peut accepter cette perte. Pendant près de 15 ans, de 1047 à 1062, il mène une guerre épuisante contre le Danemark. Cette guerre est un bourbier. Aucun des 2 rois ne peut vaincre l'autre définitivement. Les Norvégiens lancent des raids sur les côtes danoises, brûlent des villes, pillent des villages. Les Danois ripostent, attaquent les colonies norvégiennes. Des centaines de navires s'affrontent en mer du Nord. Des milliers d'hommes meurent. La bataille de Niso, en 1062, marque le tournant. Harald remporte une victoire tactique. Sa flotte norvégienne écrase la flotte danoise.
Mais Sven Estridsen s'échappe et continue la lutte. Harald comprend qu'il ne gagnera jamais cette guerre. Les deux rois sont trop équilibrés, trop déterminés, trop bien soutenus par leurs peuples respectifs. En 1064, Harald et Sven signent la paix. Chacun reconnaît l'autre comme roi légitime de son pays. Les frontières restent inchangées. Après 15 ans de guerre, rien n'a vraiment changé, sauf le nombre de morts. Cette paix libère Harald pour d'autres ambitions. À 50 ans, il cherche une dernière grande conquête. Une victoire qui effacera ses échecs danois, qui couronnera sa carrière de guerrier. Il tourne son regard vers l'Angleterre. Le 5 janvier 1066, Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt sans héritier direct. Le Witan, conseil des nobles anglais, élit Harold Godwinson, comte de Wessex. Harold est couronné le lendemain, 6 janvier 1066. Mais deux autres hommes revendiquent le trône anglais. Guillaume, duc de Normandie, affirme qu'Édouard lui avait promis la couronne et qu'Harold avait juré de soutenir cette promesse. Harald Hardrode, roi de Norvège, invoque un accord entre Magnus le Bon et Hardeknut, ancien roi d'Angleterre, selon lequel si l'un mourait sans héritier, l'autre hériterait de son royaume. Les arguments juridiques de Harald sont faibles. Hardeknut est mort en 1042, 24 ans plus tôt. Le traité avec Magnus n'a jamais vraiment été appliqué. Mais Harald se moque du droit. Il veut l'Angleterre parce qu'elle est riche, parce qu'elle est prestigieuse, parce qu'il n'a jamais réussi à conquérir le Danemark et qu'il lui faut une victoire éclatante avant de mourir. Harald trouve un allié inattendu, Tostig Godwinson, propre frère d'Harold. Tostig était comte de Northumbrie jusqu'en 1065, quand les nobles de sa région se rebellèrent contre sa tyrannie. Chassé d'Angleterre par son propre frère, Tostig brûle de vengeance. Il rejoint Harald en Norvège, lui promettant le soutien des nobles du nord de l'Angleterre. Harald rassemble la plus grande flotte d'invasion que la Norvège ait jamais vue. 300 navires, peut-être 15 000 hommes. Des vétérans de la guerre contre le Danemark, des jeunes guerriers avides de gloire et de butin, des mercenaires attirés par la réputation d'Harald. Avant de partir, Harald nomme son fils Magnus roi de Norvège. Il sait que cette expédition est dangereuse. À 50 ans, il est vieux pour un guerrier viking. Mais il ne peut s'empêcher de tenter sa chance. Toute sa vie, il a conquis, pillé, combattu. Il ne sait rien faire d'autre. Septembre 1066. La flotte norvégienne traverse la mer du Nord. Harald débarque d'abord sur les îles Orcades, où il recrute des renforts. Puis il descend le long de la côte anglaise, s'arrêtant à Scarborough. La ville refuse de se rendre. Harald l'incendie. Le message est clair. Soumettez-vous, ou brûlez. Les autres villes de Northumbrie capitulent, sans combattre. La réputation d'Harald le précède. On raconte ses exploits byzantins, ses victoires contre les Arabes et les Bulgares, sa brutalité en Norvège. Personne ne veut subir le sort de Scarborough. Harald remonte l'Ouse, un fleuve qui mène vers York, deuxième ville d'Angleterre. Il laisse une partie de son armée à Rickhall pour garder les navires. Avec le reste de ses forces, environ 8 à 9 000 hommes, il marche sur York. Le 20 septembre 1066, Harald affronte les comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie à Gate Fulford, près de York. La bataille est brutale. Les Norvégiens l'emportent. Les comtes anglais fuient. Leurs armées sont décimées. Des centaines d'Anglais se noient dans les fossés qui bordent le champ de bataille. Le 24 septembre, York se rend. Harald impose ses conditions. La ville doit fournir des otages et des provisions. La livraison aura lieu à Stamford Bridge, 20 km à l'est d'York, le 25 septembre. Harald est confiant. Tout se passe comme prévu. Il a vaincu les armées du Nord, pris la deuxième ville d'Angleterre, et Harold Godwinson est toujours au sud, attendant Guillaume de Normandie. Ce qu'Harald ignore, c'est qu'Harold Godwinson a réagi avec une vitesse stupéfiante. Dès qu'il apprend l'invasion norvégienne le 15 septembre, le roi anglais prend une décision audacieuse. Marcher vers le nord et écraser Harald avant de se retourner contre Guillaume. Harold rassemble son armée et fonce vers York. 185 000 en 4 jours, une marche forcée épuisante. Ses troupes arrivent à Tadcaster le 24 septembre. Le lendemain, elles continuent vers Stamford Bridge. Le 25 septembre 1066,
Harald et Tostig attendent les otages promis. Leurs hommes sont détendus. Beaucoup ont laissé leurs armures sur les navires à Rikal, à 30 km de là. Le soleil brille. La journée est chaude. Les guerriers norvégiens se reposent près de la rivière Derwent. Soudain, un nuage de poussière apparaît à l'ouest. Une armée approche. Harald comprend immédiatement. Ce n'est pas une délégation d'otages, c'est l'armée d'Harold Godwinson. Le roi anglais a parcouru toute l'Angleterre en 4 jours et arrive maintenant pour écraser les Norvégiens. Harald réagit vite. Il envoie un messager à Eystein Or, le commandant resté à Rikal avec le tiers de l'armée, qu'il vienne immédiatement avec tous les hommes disponibles. Puis Harald organise ses forces. La plupart de ses guerriers sont sur la rive est du Derwent. Il évacue rapidement le petit contingent resté sur la rive ouest, ne laissant qu'une arrière-garde pour tenir le pont. Les sources rapportent une anecdote célèbre. Avant que la bataille commence, 20 cavaliers anglais s'approchent des positions norvégiennes. L'un d'eux appelle Tostig. « Ton frère Harold te propose la paix et te rend ton comté de Northumbrie si tu abandonnes les Norvégiens. » Tostig demande « Et qu'offre-t-il à Harald Hardraud ?» Le cavalier répond « 7 pieds de terre anglaise, ou plus, car il est plus grand que les autres hommes. » Quand les cavaliers repartent, Harald demande à Tostig qui était le chef. Tostig admet « C'était mon frère Harold lui-même. » Harald commente « C'est un petit homme, mais il se tient fièrement en selle. » La bataille commence. Les Anglais doivent traverser le pont sur le Derwent. Une légende raconte qu'un seul berserker norvégien tient le pont pendant de longues minutes, tuant 40 Anglais avant qu'un Saxon rampe sous le pont et le transperce par en dessous avec une lance. Cette histoire, vraie ou fausse, illustre la férocité des combats. Les Anglais finissent par traverser. Ils chargent la ligne norvégienne, formée à la hâte sur une crête au sud-est du pont. Harald a organisé ses hommes du mieux possible, mais ils sont mal équipés, surpris, en infériorité numérique. Les Anglais, bien qu'épuisés par leur marche forcée, sont mieux armés et plus nombreux. Snorri Sturluson le décrit physiquement, le roi Harald était un bel homme, de noble prestance, blond de cheveux et de barbe, avec de longues moustaches. L'un de ses sourcils était un peu plus élevé que l'autre. Il avait de grandes mains et de grands pieds, bien faits les unes et les autres. À 50 ans, Harald est toujours un guerrier formidable. Plus grand que la plupart des hommes, d'une force exceptionnelle, il combat en première ligne avec ses meilleurs guerriers. Il brandit sa hache, frappe, hurle, incite ses hommes à tenir bon. Pendant des heures, les Norvégiens résistent. Puis une flèche vole. Elle traverse l'air, frappe Harald à la gorge. Le roi s'effondre. Autour de lui, ses guerriers hurlent de rage et de désespoir. Tostig prend le commandement, refuse l'offre de paix renouvelée par son frère, continue à combattre. Eystein arrive enfin avec les renforts de Rikal. Ces hommes ont couru 30 km sous un soleil brûlant, portant leurs armures complètes. Ils sont épuisés avant même d'atteindre le champ de bataille. Leur arrivée renverse brièvement le cours du combat, mais leur fatigue extrême les condamne. Ils sont massacrés. Au crépuscule, la bataille est terminée. Harald est mort. Tostig est mort. Eystein Ore est mort. L'armée norvégienne est détruite. Sur les 15 000 hommes qui ont envahi l'Angleterre, quelques centaines seulement survivent. La chronique anglo-saxonne rapporte que sur les 300 navires norvégiens, 24 suffisent à ramener les survivants en Norvège. Harold Godwinson n'a pas le temps de savourer sa victoire. Le 28 septembre 1066, 3 jours après Stamford Bridge, Guillaume de Normandie débarque dans le Sussex. Le roi anglais rassemble ses troupes épuisées et marche vers le sud. Le 14 octobre, à Hastings, l'armée normande écrase les anglo-saxons. Harold Godwinson meurt, touché à l'œil par une flèche selon la tradition. Guillaume devient Guillaume le Conquérant. Il transforme l'Angleterre, impose la domination normande, change la langue, la culture, l'architecture du pays. Et paradoxalement, Harald Hardraud joue un rôle crucial dans cette conquête normande. En forçant Harold Godwinson à marcher vers le nord, à combattre à Stamford Bridge, à épuiser son armée avant de redescendre affronter Guillaume, Harald a affaibli la défense anglaise au moment décisif. Le corps d'Harald est ramené en Norvège. Il est enterré à Trondheim, dans l'église Sainte-Marie. Ses fils Magnus et Olaf
né de son mariage avec Thora Thorbergsdatter, lui succède. Il partage le trône de Norvège et règne pacifiquement, abandonnant les ambitions guerrières de leur père. La mort d'Harald à Stamford Bridge marque symboliquement la fin de l'ère viking. Pendant 3 siècles, les Vikings ont terrorisé l'Europe, pillé des monastères, fondé des royaumes, conquis des terres. Mais en 1066, ce temps est révolu. Le monde change, la chrétienté se consolide, les États se centralisent. Les grandes expéditions vikings deviennent impossibles. Harald incarnait une époque mourante. Il était né pendant les derniers grands raids vikings. Il avait combattu aux 4 coins du monde connu: Norvège, Russie, Méditerranée, Balkans, Angleterre. Il avait amassé des fortunes, conquis des royaumes, terrifié des ennemis. Mais finalement, il est mort comme les Vikings avaient toujours vécu. Sur un champ de bataille, une arme à la main, en criant sa rage contre le destin. Harald était aussi un skald, un guerrier poète qui composait des vers pour immortaliser ses exploits. Cette tradition nordique consistait à mêler littérature et guerre, à transformer les batailles en épopées. Les skalds accompagnaient les rois, les chantaient pendant leur vie, les pleuraient après leur mort. Thiodolfur Arnorsson, skald officiel d'Harald, a préservé sa mémoire dans des poèmes qui sont parvenus jusqu'à nous. C'est grâce à ces vers que nous connaissons certains détails de sa vie byzantine, les 80 forteresses arabes, les 18 grandes batailles, le surnom de brûleur de Bulgares. Selon une tradition tardive, Harald aurait composé un dernier poème alors qu'il agonisait à Stamford Bridge. Les vers, probablement inventés au XIIIe siècle, reflètent néanmoins l'esprit viking face à la mort. Nous ne nous agenouillons jamais dans la bataille, devant la tempête des armes, et ne nous abritons derrière nos boucliers. C'est ce que m'a dit la noble dame. Elle m'a dit une fois de porter la tête haute dans la bataille, où les épées cherchent à briser le crâne des guerriers condamnés. Vrai ou faux, ce poème capture l'essence d'Harald. Un homme qui refuse de plier, qui choisit de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Au-delà de ses exploits guerriers, Harald a laissé une trace durable en Norvège. Snorri Sturluson le crédite comme fondateur d'Oslo. Cette affirmation est exagérée. Le site était déjà habité avant son règne. Mais Harald contribue effectivement au développement de la ville. Il fonde une église dédiée à la Vierge Marie, encourage le commerce, fait d'Oslo un centre administratif important. En 1905, un monument en son honneur est inauguré sur la place Harald Hårdraades Plass, dans la vieille ville d'Oslo. Le sculpteur norvégien Lars Utne crée un bas-relief en bronze représentant Harald à cheval. En 1950, un autre bas-relief est ajouté sur la façade de l'hôtel de ville d'Oslo, œuvre d'Anne Grimdalen. Ces monuments témoignent de l'importance d'Harald dans la mémoire norvégienne. Harald renforce aussi l'indépendance de l'Église norvégienne. Il s'oppose à Adalbert, archevêque de Hambourg-Brême, qui tente d'étendre son influence sur la Scandinavie. Harald affirme que l'Église norvégienne relève directement de Rome, pas d'un archevêché allemand. Cette position politique et religieuse renforce la souveraineté norvégienne. Qui était vraiment Harald Hardraud? Les sources médiévales dressent un portrait complexe. Snorri Sturluson, écrivant au XIIIe siècle dans sa Heimskringla, le décrit ainsi: « C'était l'opinion générale que le roi Harald avait surpassé tous les autres hommes en sagesse et en sagacité, qu'il dut agir rapidement ou faire des plans à long terme, pour lui-même ou pour d'autres. Aux armes, c'était le plus vaillant des hommes. » Adam de Brême, plus critique, le présente comme cruel et sanguinaire. Cette différence s'explique: Snorri est islandais, héritier de la tradition des sagas qui glorifie les guerriers vikings. Adam est allemand, représentant d'une chrétienté qui voit les vikings comme des barbares. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. Harald était un stratège brillant, capable de planification complexe. Sa carrière byzantine le prouve, il a navigué dans les intrigues de la cour de Constantinople, accumulé une fortune, gravi les échelons de la garde varangienne. Ce n'est pas le fait d'un simple brute, mais il était aussi impitoyable. Son règne en Norvège repose sur la terreur méthodique. Il élimine ses rivaux sans hésitation, écrase les révoltes avec une cruauté calculée, gouverne par la peur autant que par le respect. Pour lui, la fin justifie les moyens. Si des milliers doivent mourir pour qu'il reste au pouvoir, qu'il meure. Harald était marié 2 fois.
Son premier mariage avec Elisaveta Yaroslavna de Kiev en 1094 ou 1095 est politique. Il scelle son alliance avec Yaroslav le Sage. Ils ont 2 filles, Ingegerd et Maria. En 1088, Harald épouse Maur Daniko, à la mode danoise, c'est-à-dire en concubinage reconnu, Thora Thorbergsdatter, fille d'une puissante famille norvégienne. De cette union naissent 2 fils, Magnus et Olaf, qui lui succèdent. Ces mariages montrent que Harald comprend le pouvoir des alliances familiales. Il utilise ses enfants comme outils diplomatiques, les marie à des princes et princesses pour renforcer sa position. Dans le monde médiéval, c'est une pratique normale, presque obligatoire pour un roi ambitieux. Harald Hardraud fascine toujours, près de 1000 ans après sa mort. Sa vie extraordinaire, ses aventures exotiques, son destin tragique en font un personnage idéal pour la fiction. En 2022, la série Netflix Vikings Valhalla en fait l'un de ses personnages principaux, incarné par l'acteur britannique Leo Suter. La série prend des libertés avec l'histoire, mais capture l'essence du personnage. Un guerrier ambitieux, charismatique, dangereux. Les romans historiques le mettent en scène régulièrement. Harald Hardrada, The Last Viking, de Michael Burr explore sa vie tumultueuse. De nombreux auteurs scandinaves revisitent son épopée, le présentant comme symbole de bravoure et de détermination. Les pierres runiques scandinaves mentionnent encore les guerriers qui ont servi sous ses ordres. Ces monuments de pierre, érigés par les familles pour commémorer leurs morts, témoignent de l'impact durable d'Harald. Certaines inscriptions célèbrent explicitement les vétérans de la garde varangienne qui ont combattu avec lui à Constantinople. Les historiens modernes débattent de la légitimité d'Harald comme roi de Norvège. Sa revendication au trône repose sur son statut de demi-frère d'Olaf le Saint. Mais cette parenté, bien que réelle, ne lui donne aucun droit automatique à la couronne selon les coutumes norvégiennes de l'époque. Les sagas prétendent qu'Harald descend d'Harald à la belle chevelure, le légendaire premier roi à unifier la Norvège vers 872. Cette généalogie prestigieuse renforcerait ses prétentions. Mais la plupart des historiens considèrent ce lignage comme une invention tardive, créée au XIIIe siècle pour légitimer rétrospectivement sa dynastie. Cette invention généalogique est révélatrice. Harald n'a jamais mentionné cette ascendance de son vivant, alors qu'elle aurait constitué un argument puissant. Si sa descendance d'Harald à la belle chevelure était vraie, il l'aurait crié sur tous les toits. Son silence suggère que ce lien n'existait pas. En réalité, Harald a conquis le trône de Norvège par la force et l'intimidation. Il possédait l'armée la plus puissante, la fortune la plus importante, la réputation la plus terrifiante. Dans le monde viking, cela suffisait. Le pouvoir ne venait pas d'un droit divin ou d'une légitimité héréditaire, mais de la capacité à prendre et garder le trône. Harald excellait dans les deux. L'année 1066 est unique dans l'histoire européenne. 3 batailles majeures se déroulent en quelques semaines, Fulford le 20 septembre, Stamford Bridge le 25 septembre, Hastings le 14 octobre. Ces 3 affrontements changent le cours de l'histoire anglaise et européenne. Si Harald avait vaincu Harold Godwinson à Stamford Bridge, l'Angleterre serait peut-être devenue un royaume norvégien. Si Harold avait battu Guillaume à Hastings après avoir éliminé Harald, l'Angleterre serait restée anglo-saxonne. Mais Harald perd, puis Harold perd, et Guillaume triomphe. L'Angleterre devient normande, développe une culture franco-anglaise unique qui influence toute l'Europe médiévale. Les 3 prétendants au trône anglais incarnent 3 mondes différents. Harold Godwinson représente l'Angleterre anglo-saxonne, dernière survivance des royaumes germaniques qui dominaient l'Europe du Nord au début du Moyen Âge. Guillaume de Normandie représente la nouvelle aristocratie franco-normande, synthèse entre les traditions franques et scandinaves. Harald Hardraud représente le monde viking, en train de disparaître. Le fait que Harald perde symbolise cette transition. L'ère des Red Vikings se termine. L'Europe entre dans une période de consolidation féodale, de centralisation étatique, de christianisation profonde. Les guerriers aventuriers comme Harald deviennent anachroniques. Le futur appartient aux princes comme Guillaume, qui combine force militaire, administration efficace et légitimité dynastique. Quand Harald s'effondre à Stamford Bridge, une flèche dans la gorge, c'est plus qu'un roi qui meurt. C'est toute une civilisation qui s'éteint.
Les Vikings ont dominé l'Europe du Nord pendant 3 siècles. Ils ont pillé Paris, conquis l'Angleterre, fondé la Normandie, découvert l'Amérique, établi des routes commerciales de la Scandinavie à Constantinople. Mais en 1066, cette ère touche à sa fin. La chrétienté européenne s'est renforcée. Les royaumes se sont organisés. Les défenses se sont améliorées. Les grandes expéditions vikings deviennent impossibles. Les Scandinaves se christianisent, abandonnent leurs anciennes traditions, s'intègrent au monde européen médiéval. Harald est le dernier grand chef viking à tenter une conquête majeure. Après lui, les rois scandinaves concentrent leurs efforts sur la consolidation de leur royaume, le développement du commerce, la construction d'États modernes. Les raids se raréfient, puis disparaissent complètement. Cette transformation n'est pas brutale. Elle s'étend sur plusieurs générations. Mais Stamford Bridge marque un point de rupture symbolique. Le dernier grand viking meurt en Angleterre, tué par un roi anglo-saxon qui sera lui-même vaincu par un duc normand d'origine viking, mais déjà complètement francisé. L'ironie de l'histoire veut que les Normands de Guillaume descendent des Vikings qui ont colonisé la Normandie au Xe siècle. En conquérant l'Angleterre, Guillaume accomplit indirectement ce qu'Harald a échoué à faire. Mais Guillaume n'est plus un Viking. Il est un prince féodal français, chrétien, lié au pape, inscrit dans le système politique continental. La victoire de Guillaume sur Harold marque la fin définitive de l'Angleterre anglo-saxonne, mais aussi la victoire de la nouvelle Europe féodale sur l'ancien monde viking. Comment juger Harald Hardraud aujourd'hui? Les historiens restent divisés. Certains le voient comme un héros, dernier représentant d'une grande tradition guerrière, homme d'exception qui a vécu 1000 vies en 50 ans. D'autres le considèrent comme un tyran brutal, chef de guerre sanguinaire dont l'ambition a causé la mort de milliers d'innocents. La vérité, comme souvent, échappe aux catégories simples. Harald était un produit de son époque. Dans le monde viking du XIe siècle, la violence était omniprésente, attendue, glorifiée. Un roi qui ne combattait pas, qui ne conquérait pas, qui ne terrorisait pas ses ennemis, n'était pas respecté. Harald excellait dans ce monde brutal parce qu'il en maîtrisait parfaitement les règles. Mais il était aussi plus qu'un simple guerrier. Sa carrière byzantine montre une intelligence politique sophistiquée. Sa consolidation du pouvoir norvégien révèle des talents d'administrateur. Sa capacité à amasser et gérer des fortunes prouve des compétences financières. Harald n'était pas une brute stupide. C'était un homme complexe, capable de violence extrême, mais aussi de planification à long terme. Son échec final en Angleterre ne diminue pas ses accomplissements. Il a régné sur la Norvège pendant 20 ans, combattu sur 3 continents, accumulé une fortune colossale, gagné une réputation qui a traversé les siècles. Peu d'hommes peuvent en dire autant. Près de 1000 ans après sa mort, Harald Hardraud reste présent dans la culture norvégienne. Les rues portent son nom. Les monuments le célèbrent. Les écoles enseignent son histoire. Il incarne l'âge d'or viking, cette période mythique où les Norvégiens dominaient les mers et terrorisaient l'Europe. Cette mémoire est sélective, bien sûr. On retient l'aventurier audacieux, le guerrier courageux, le roi ambitieux. On oublie le tyran impitoyable, le conquérant brutal, l'homme qui a fait brûler des villages entiers. Mais c'est ainsi que fonctionne la mémoire collective. Elle transforme les figures historiques en symboles, simplifie leur complexité, les adapte aux besoins du présent. Pour les Norvégiens modernes, Harald représente une époque où leur petit pays était une grande puissance. Au XIe siècle, la Norvège envoyait des flottes de 300 navires conquérir l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est un pays paisible, prospère, mais relativement discret sur la scène mondiale. Le souvenir d'Harald rappelle un temps de grandeur perdu. Cette nostalgie ne doit pas occulter la réalité historique. Le monde viking était violent, injuste, dangereux. Les raids vikings ont détruit des monastères, massacré des populations, réduit des milliers de personnes en esclavage. La fin de l'ère viking a permis à l'Europe de se stabiliser, de se développer, de construire des sociétés plus complexes et plus prospères. Revenons à Stamford Bridge, ce 25 septembre 1066. Harald se tient au milieu du chaos. Autour de lui, ses guerriers tombent les uns après les autres. Les Anglais pressent de tous côtés. L'armée norvégienne s'effondre. Harald brandit sa hache. Il frappe encore et encore.
À 50 ans, il combat avec la même fureur qu'à 15 ans à Stiklestad. Il n'a jamais rien connu d'autre que la guerre. Toute sa vie, il a marché de bataille en bataille, accumulant les victoires, les richesses, les cicatrices. Il pense peut-être à Constantinople, au Palais doré, aux batailles sous le soleil méditerranéen. Il pense peut-être à la Norvège, aux fjords de son enfance, au trône qu'il a conquis par la force. Il pense peut-être simplement au prochain coup, au prochain ennemi, au prochain moment de survie. La flèche vole, elle frappe sa gorge, la douleur explose, Harald s'effondre, le sang coule. Autour de lui, ces hommes hurlent, le monde devient flou, puis noir. Harald Hardraud meurt comme il a vécu, en combattant, entouré d'ennemis, refusant de plier. C'est une mort viking, glorieuse et terrible. C'est la mort du dernier grand roi de l'ère viking. Avec lui s'éteint un monde qui ne reviendra jamais.